Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui dédié à la fabrication additive. C'est le premier webinaire de l'année 2022, donc on est heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, il est animé par Stéphane Garabédian. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Stéphane Pelletreau. Bonjour à tous. Et Thomas Joffre. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Donc vous êtes tous les trois experts en fabrication additive à IPC. Nous allons donc commencer ce matin par un focus sur la fabrication additive métal, où Stéphane Garabédian va nous parler de conception de régulation optimisée pour la réalisation d'empreintes. Et puis Stéphane Pelletreau va aborder le sujet d'intégration de fabrication additive au sein d'une entreprise en nous dévoilant les points clés à prendre en considération pour réussir son projet. Et pour terminer, donc Thomas Joffre nous proposera un panorama des dernières innovations en fabrication additive dans le cadre de projets de recherche. Vous pourrez bien entendu nous poser toutes vos questions dans le chat et nous y répondrons à chaque fin de présentation. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Stéphane Garabédian. Je t'en prie, c'est à toi. Merci Frédéric. Donc, je partage mon écran. Alors, donc Stéphane Garabédian, je travaille chez IPC depuis maintenant 6 ans en tant qu'ingénieur de projet en fabrication additive métal. Donc, pardon, la première slide là, voilà. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la conception de régulation optimisée pour la réalisation d'empreintes métal pour des applications outillage diverses. Alors notamment l'injection plastique, c'est le domaine dans lequel on est le plus représenté, mais aussi pour toutes les applications thermoformage plastique, extrusion plastique, ou bien fonderie aluminium sous pression et gravitaire, etc. etc. Donc dans un premier temps, juste faire un petit rappel récapitulatif sur la technologie de fabrication additive métal pour application outillage. En l'occurrence, on va parler de la technologie LPBF, Laser Powder Bed Fusion, qui est la technologie qui, au sens d'IPC, est la plus adaptée pour les applications outillage. Rapidement, on part d'une matière première sous la forme d'une poudre métallique. Voilà, une poudre métallique avec des distributions granulométriques entre 20 et 65 microns, c'est vraiment pour être générique. Après, différents fournisseurs machines matières ont des granulométries un peu spécifiques. En termes de nuances métallurgiques, les principaux matériaux utilisés sont l'acier Maraging M300, qui est une base fer. Et après, on a récemment développé, alors IPC et avec d'autres partenaires industriels, des nuances sur des bases fer-inox avec un pourcentage de chrome assez élevé pour avoir une meilleure résistance à l'oxydation en surface et également une meilleure résistance en thermofatigue. Donc cette poudre métallique est mise dans une machine d'impression 3D, donc une chambre de fabrication, qui est composée de différents éléments. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour expliquer rapidement. C'est un laser avec une puissance assez élevée qui va venir fusionner ces particules de poudre métallique. Donc on passe vraiment par le point de fusion. Donc c'est pas du frittage, c'est vraiment de la fusion laser. En fonction des machines, des paramètres machine process, on peut faire des épaisseurs de mise en couche allant de 20 à 80 microns. Et au final, on obtient des pièces avec une précision de plus ou moins 5 centièmes. Ça va dépendre de la typologie de pièces et de l'orientation de fabrication. Et on a des rugosités de surface qui sont de l'ordre de 5 microns, plus ou moins 2 microns. De ce fait, la fabrication additive métal permet de pouvoir générer des pièces avec un plus haut degré de liberté en termes de design, et notamment nous pour les applications outillage, on l'utilise pour optimiser la régulation, le circuit de régulation en fait des noyaux, des inserts, des empreintes pour application outillage. Donc c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc un exemple avec un noyau réalisé en fabrication additive métal avec les circuits de régulation complexes.
Alors, quels sont les bénéfices justement de cette optimisation thermique de la régulation? Eh ben, on va pouvoir placer en fait les circuits de régulation au plus proche des zones moulantes et de ce fait réduire les temps de refroidissement, donc les temps de cycle, donc optimiser la productivité du process. Cela permet aussi d'optimiser la qualité des pièces fabriquées, donc des pièces injectées par exemple, donc en ayant une meilleure homogénéité thermique. Donc on est capable de réduire donc des défauts de surface et notamment les défauts de démarrage, les rebuts de démarrage. Et donc la fabrication additive métal aussi s'inscrit dans le domaine de l'économie circulaire. Donc notamment, c'est ce que vous voyez donc la dernière image. Donc on est capable de fabriquer des pièces hybrides, c'est-à-dire qu'on récupère donc une base, une préforme usinée en conventionnel et sur laquelle on vient fusionner directement la partie fonctionnelle en fabrication additive métal. Donc je vais maintenant vous présenter un petit peu voilà, on va se mettre dans un axe développement, donc les différents outils développés par IPC et utilisés par IPC pour faire justement de l'optimisation d'outillage grâce à la fabrication additive métal. Donc chez IPC, nous avons développé donc des outils numériques pour définir en fait les temps et la topologie de refroidissement optimale pour une application outillage. Donc en fait, on a un logiciel qui nous permet donc de simuler donc les différents points chauds, les gradients de température. Et avec ce mapping thermique, on va pouvoir réaliser et designer donc les circuits de régulation optimisés. Ensuite, donc on fait une fois qu'on a validé en fait le design des circuits de régulation, on va passer par des étapes de validation, toujours par modélisation numérique, donc des validations de simulation thermique, fluidique et mécanique. Alors fluidique pour s'assurer qu'on ait un bon échange thermique et un bon débit dans tous les circuits de régulation, étant donné que on a plusieurs circuits, il faut s'assurer qu'on ait un bon équilibrage. Et après, donc voilà, thermique pour regarder justement les gains, les gains sur le temps de refroidissement et le temps de cycle. Mécanique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faiblesse mécanique liée à l'implantation des circuits de régulation optimisés. Et donc, une fois qu'on a fait donc, la validation numérique, on peut avoir une troisième étape optionnelle, on va dire, c'est de faire de l'optimisation topologique pour pouvoir donc optimiser l'insert, le noyau réalisé en fabrication additive métal, notamment pour réduire la masse du noyau, donc réduire donc les temps de cycle, pas les temps de cycle, réduire les temps de fabrication en impression 3D et également donc optimiser la géométrie de l'insert en fabrication additive métal. Donc la slide suivante, donc je vais vous présenter en fait un vrai cas d'étude IPC donc, qui a été mené en partenariat donc, avec Continental Contitech. Donc la problématique technique, donc en fait ils avaient des problèmes de temps de cycle sur donc le moulage d'injection plastique donc d'une pièce. Donc à savoir donc la pièce qui est ici encerclée, la pièce noire qui est encerclée en bleu, donc qui est une coupelle de ressort d'amortisseur. Donc c'est une pièce qui est réalisée donc en injection plastique avec surmoulage. Donc on a une matrice en PA66 et on vient surmouler donc un TPE 70 Short-D. Donc dans le cadre de ce projet, donc on a fait donc une étude de conception des circuits de refroidissement. Donc on est arrivé donc à ce design. Donc je vous ai marqué aussi, j'ai marqué aussi une notion de temps pour les études. Une fois qu'on a réalisé le design des circuits de régulation, donc on passe à la validation par simulation numérique. Tac. Donc une fois qu'on a fait donc la validation, donc on a pu passer donc à l'étape de préparation et de fabrication donc du noyau de l'insert par fabrication additive métal. Donc pour ce projet-là, nous avons utilisé l'acier Maraging, donc avec une dureté pièce finie de l'ordre de 50-52 HRC et des épaisseurs de couche de 40 microns.
Donc vous avez donc une estimation du temps de fabrication en impression 3D. Dès lors que cet insert a été fabriqué, donc il y a toute la phase de reprise de finition. Alors j'ai pas noté le temps, mais il faut savoir que les pièces issues de fabrication additive métal ne sont pas conformes aux spécifications des process application outillage, hein. Donc il y aura forcément besoin de passer par une étape de finition des pièces, usinage de finition. Donc c'est ce que vous voyez donc l'image à l'écran. Et après, donc une fois qu'on a terminé donc la finition du noyau, donc on a pu passer donc aux étapes de pré-série et d'injection plastique sur process série. Et donc vous voyez, donc on a fait grâce à la fabrication additive métal et à l'optimisation des circuits de régulation, on a été capable de réduire donc le temps de refroidissement et donc le temps de cycle. Donc on est passé de 70 secondes à 59 secondes et on a encore optimisé grâce à un petit upgrade sur le thermorégulateur. Donc on a utilisé un thermorégulateur haute pression pour avoir un débit encore plus important dans le circuit de régulation. Donc ce projet a été développé donc en 2018 et donc à l'heure d'aujourd'hui, donc 750 000 cycles d'injection ont été réalisés. Et donc on a calculé donc un retour sur investissement, hein, par rapport aux sommes qui ont été investies de l'ordre de 193%, ce qui nous fait donc un rapport profit-débit 3 pour 1, ce qui est plutôt intéressant pour les applications outillage. Merci à tous, je passe la main à Stéphane Peltreau. Oui, merci, merci Stéphane. Je vais donc permuter et donner la main à Stéphane Peltreau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, on est là pour vous répondre. C'est tout bon pour ton écran, Stéphane. Hop. Juste ouvrir ton micro et c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc Stéphane Peltreau, donc je suis moi aussi ingénieur en fabrication additive métal et polymère. Donc moi ça fait 2 ans maintenant que je suis à IPC, donc j'ai pu travailler sur un peu tout type de projet. Une problématique quand même qui s'est pas mal retrouvée ces derniers mois, c'était justement intégrer des équipements en fabrication additive polymère. Donc l'idée ici justement c'est de partager avec vous un peu les points clés en fait pour pouvoir intégrer la fabrication additive et comment se faire accompagner justement par IPC. Donc la première étape finalement, c'est pourquoi intégrer la fabrication additive. Pour cela en fait on a différents intérêts, donc notamment la réalisation de géométrie complexe. Donc là ce que vous avez à gauche de votre écran c'est une pédale d'embrayage qui a été fait par fritage de poudre, donc en SLS avec un matériau type nylon. Donc l'intérêt ici, c'est qu'on a une forme assez complexe qui a été optimisée topologiquement. Donc d'un point de vue propriétés mécaniques par rapport à la matière, on est au minimum en fait. C'est-à-dire qu'on a les meilleures propriétés mécaniques avec une masse moindre par rapport à une conception pour une injection par exemple. Ça permet aussi de faire des itérations de design. Donc là, j'ai mis une étude de cas qu'avait fait Ultimaker il y a quelques temps sur justement la réalisation d'une petite pièce. Donc c'est la pièce noire qui est plutôt sur la partie gauche au milieu. Donc justement, le but, c'était de montrer qu'il était possible de faire des itérations rapides. De faire des itérations rapides donc, et surtout avec un coût moindre. Donc en général, en sous-traitance, on était de 30 à 40 $. En interne, on passe de 1 à 2. Ça correspond vraiment juste au coût matière. Et au niveau des temps, on passait de 3 jours à 3 heures. 3 heures, c'était le temps de faire la conception, l'envoyer sur le slicer, imprimer. On gagne pas mal de temps et c'est un peu un des premiers intérêts aussi qu'on a pour intégrer la fabrication additive, c'est justement réduire ces coûts de production.
On a aussi différents secteurs d'application, donc ça peut être utilisé pour la validation de design. Donc là, c'était sur votre gauche, c'est un prototype de pelle à neige qui avait été fait par la société Black Diamond en collaboration avec Formlabs. L'idée là, c'était dans le cadre de la promotion de leur nouvelle machine SLA, de montrer qu'on pouvait faire des prototypes à taille réelle, avec une fonctionnalité suivant les résines qui permet de valider si les épaisseurs sont correctes et si ça convient bien et si ça la géométrie est bonne. Ça permet aussi de faire des gabarits. Donc là, c'est un exemple avec un gabarit de posage, donc pour poser un sticker à l'arrière d'une voiture. Ça peut être aussi des gabarits de contrôle, donc pour valider de la dimension pièce. Ça peut être aussi des gabarits d'usinage. Ça peut être des outils un peu sur mesure pour de l'aide à la production. Donc ça peut être des posages juste avant un usinage. Ça peut être des petites pièces qui vont permettre de guider une perceuse sur des opérations manuelles. Voilà, on peut l'utiliser un peu partout. Et on a aussi la possibilité de faire des mains de préhension. Donc là, c'est justement une étude qu'on avait fait à IPC sur une main de préhension pour une préhension de plaques qui a été injectée. Donc on avait une main de préhension qui était montée sur un robot qui permettait à la fin d'injection de récupérer la pièce. Donc là, c'était une pièce qui est faite en deux technos différentes et deux matériaux différents. On a la base donc blanche qui est faite en fritage de poudre en SLS en polyamide 11 et les ventouses qui sont faits en SLA avec une résine élastique. On a aussi fait un autre modèle qui était un peu plus économique avec une base tout en FDM. Donc on avait le corps qui était en PLA mais qui pouvait être aussi fait en ABS ou en polycarbonate par exemple suivant les applications et des ventouses plutôt faits en TPU. D'autres secteurs d'application, donc les empreintes polymères. Donc là sur votre gauche, c'est une empreinte polymère faite pour de l'injection. On a aussi aujourd'hui d'autres applications pour de l'extrusion, pour de l'expansion de matière, pour du thermoformage. On arrive à trouver des utilisations un peu de partout de la FABAD. Là, elle a été faite en résine SLA. Aujourd'hui, pour du thermoformage, on a aussi validé que c'était possible de le faire avec du FDM, même du FDM haute température avec de l'UTM. Et aussi la possibilité de faire de la production en série. Donc là, j'ai mis une production de pièces qui étaient donc en fait qui sont des goodies pour un salon qui va avoir lieu bientôt. L'idée c'était de faire un maximum de pièces en un minimum de temps. Donc c'est pour ça que sur votre droite j'ai mis une représentation du job en fait d'impression. Donc l'idée c'est qu'on a réalisé un nesting des pièces, donc c'est-à-dire qu'on a optimisé au maximum le volume d'impression de la machine pour mettre le plus possible de pièces, avoir le moins de pertes possible au niveau de la matière première. Et en plus, donc, optimiser et avoir le meilleur rendement. Donc maintenant, je vais vous parler d'un peu comment intégrer la fabrication additive. Donc, en général, quand des clients viennent me voir ou viennent voir IPC, ils ont à peu près une idée de pourquoi ils veulent l'intégrer. Souvent, c'est pour réduire donc, les coûts et les délais de production. Et aussi, ils ont une idée un peu des applications. Souvent, ça va être pour des mains de préhension, des gabarits, voilà, des pièces assez concrètes. Seulement, souvent, ils n'ont pas une idée du budget. Or, aujourd'hui, on peut trouver des imprimantes dans le cas du polymère qui vont d'une centaine d'euros à plus de 100 000. Ils n'ont pas forcément d'idée à qui vont être attribuées les tâches justement de gestion de ces machines, donc d'aller de la conception jusqu'au produit fini. Et ils n'ont pas forcément une idée de l'organisation, c'est-à-dire que souvent les premiers projets vont être faits dans des bureaux d'études ou dans des centres de R&D. Et après, en fait, quand ça commence à prendre un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué à s'organiser. Donc là, souvent, ils n'ont pas ces infos-là. Et l'idée aussi, c'est identifier son besoin et finalement anticiper l'impact. C'est-à-dire qu'une fois qu'on achète une imprimante 3D, que ce soit pour toute techno polymère, on va avoir un coût matière qui va être différent suivant les process, suivant les fabricants de machines. On va aussi avoir différents périphériques qui vont être rajoutés à la machine. Par exemple, dans le cas du FDM et d'utilisation de matières sensibles à l'humidité, on va devoir rajouter des étuves. Pour le cas du SLA, ça va être une station de nettoyage par exemple, ça va être aussi une station de post-cuisson aux UV. Sur la partie technique, il y aura toute une phase de conception. Aujourd'hui, on parle de Design for Additive Manufacturing. Donc forcément, il y a des règles de conception qui peuvent être, suivant les process, plus ou moins compliquées à mettre en place. Et il y a aussi une phase de mise au point, suivant les matières, suivant les technos. Il y a un temps d'adaptation pour les techniciens, les ingénieurs ou les chefs de projet qui vont être affectés justement à ces tâches de mise au point par rapport aux matières, suivant ce que les fabricants de machines mettent à disposition pour les utilisateurs.
Et dans la partie ressources humaines, il va y avoir pas mal de formations, une stratégie RH à mettre en place, savoir justement si ça va être une personne qui va être allouée, si ça va être une machine qui va être posée sur un coin de bureau où tout le monde peut l'utiliser comme une imprimante papier, ou voilà, s'il va vraiment avoir il va y avoir le développement d'un service dédié à l'utilisation de ces machines. Il y a toute la phase, toute la chaîne de valeur de l'impression 3D. Et enfin, au niveau de l'organisation, il y a une partie implantation. Aujourd'hui, quand on utilise une petite FDM de bureau, bon, on peut la mettre sur un bureau. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de normes vis-à-vis des émanations de COV. Demain, ce sera peut-être plus le cas. Souvent, il n'est pas conseillé de les laisser sur un bureau, mais plus de les mettre dans une pièce à part où il n'y a pas forcément de personnes qui travaillent. Quand on est en SLS, c'est carrément en frittage de poudre, c'est carrément enfin, on est obligé de faire des travaux, réaliser une salle grise pour éviter d'avoir de la poussière partout, qui peut être nocive aussi pour les opérateurs, pour les personnes aux alentours. Donc justement, pour aider dans cette intégration, on a développé une démarche à IPC. Donc on a réalisé 2 cahiers des charges, un cahier des charges sur le produit et un cahier des charges machine. L'idée justement, c'est d'arriver à identifier et à aider l'entreprise à mieux identifier son besoin, à se poser toutes les questions. Donc en fait, il a été réalisé 2 feuilles au format A4, c'est des PDF modifiables. Donc c'est sous forme de QCM. En fait, il y a plein de questions. C'est un cahier des charges assez simplifié. C'est pour pouvoir essayer de répondre à un maximum de questions au niveau justement de cette intégration. La personne remplit. Avec ça, en fait, il va être possible d'identifier un procédé de fabrication. Donc, on se base justement sur, par exemple, un volume d'impression. Il y a certains procédés de fabrication aujourd'hui qui ne permettent pas de faire des pièces de 500 par 500, d'autres oui. Ça va être aussi vis-à-vis de l'utilisation, notamment ça sera dans le cahier des charges machines, savoir qui va s'en servir, quelles sont les compétences. Donc avec ça, on va pouvoir identifier aussi des matériaux, savoir si ça sera plutôt des matériaux, on va dire passe-partout entre guillemets, comme du PLA, de l'ABS, ou si on va arriver sur des filaments un peu plus techniques comme du polycarbonate, du PEI, du PIC, du PEC. Et après, ensuite, on pourra identifier des machines. En fonction du budget, on arrivera à voir quelle gamme de machines se prête plus à répondre aux besoins du client. En fonction du budget, voir ce qui correspond le mieux. Parfois, il y aura une hybridation de techno, parce que ça pourra répondre à l'ensemble des besoins et un seul procédé n'est pas suffisant. Parfois, ça pourrait être un seul procédé, ou même si dans le cas où, par exemple, c'est une personne qui a très peu de budget et qui souhaite faire du haute température, aujourd'hui, en dépôt de fil, par exemple, c'est quasiment impossible. Dans ce cas-là, l'appel à la sous-traitance restera la meilleure des solutions. Et une fois qu'on a toutes ces infos, il est possible en fait d'évaluer l'impact technico-économique pour l'entreprise. Donc ça, je vais le montrer juste après avec un cas d'application. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir des chiffres en face des machines, en face de l'équipement qui va être nécessaire, avoir une idée des formations qui seront aussi nécessaires vis-à-vis des compétences qui sont déjà existantes dans l'entreprise. Et ensuite, la phase finale, finalement, c'est la préconisation d'investissement. Donc, une fois qu'on a toutes ces infos, en fait, il est possible pour IPC de donner voilà, entre 1 et 3 choix sur des machines, un couple de machines qui peuvent correspondre aux besoins. Donc justement, je vais montrer ça juste ensuite. Donc là, c'est un cas d'application qui a été fait avec un industriel qui était spécialisé dans l'injection. Donc là, je vous ai mis sur la gauche un cahier des charges simplifié. Hein, mais forcément, j'ai pas mis toutes les données. Mais dans l'idée, voilà, il y avait au niveau des applications le besoin de réaliser des empreintes polymères, des gabarits de contrôle et des mains de préhension. Il avait un budget à peu près d'une vingtaine de milliers d'euros, un volume d'impression assez faible finalement par rapport à d'autres demandes, une précision suivant les applications qui allait de 5 centièmes, notamment donc pour les empreintes polymères ou les gabarits de contrôle, jusqu'à 5 dixièmes pour les mains de préhension. Au niveau des matériaux, c'était justement un peu large. Il y avait le besoin de matériaux basiques, techniques et haute température suivant les applications. Il y avait aussi le besoin de faire du multimatière. Donc ça, souvent, ça va être dans le cas du dépôt de fil où on a besoin d'avoir la pièce qui est faite dans un certain matériau. Et soit le deuxième extrudeur va être utilisé pour du support pour pouvoir faciliter les opérations de post-impression, soit des fois pour intégrer soit du bicolor pour aider les opérateurs sur identifier les pièces, par exemple la référence est d'une autre couleur, ou sur du bimatière, dans le cas par exemple si on veut faire une main de préhension tout intégrée avec le réseau qui permet de passer justement du PLA au TPU, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui. Et justement, donc au niveau des préconisations, donc il a été trouvé 3 choix. Donc là, en fonction
des applications, une hybridation de deux technos était possible. Donc il y avait un côté dépôt de fil, donc FDM, et une autre partie SLA, notamment pour les gabarits de contrôle et les mains de préhension. Donc justement, voilà, l'idée c'était de mettre le coût machine. Donc ça, c'était sur une base, voilà, de ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme tarif pour les deux machines à chaque fois qui sont nommées. Les équipements annexes qui sont obligatoires. Donc pour le côté SLA, il y avait forcément l'utilisation d'une station de nettoyage et de post-cuisson. Donc il y a un coût en plus. Donc après, on peut en trouver à moindre coût, mais là, c'est voilà, c'est vraiment ceux qui sont conseillés et qui ont des bons retours sur le marché. Et ensuite, il y a toute une phase donc là, qui apparaît pas ici, mais où j'ai expliqué voilà, les différents équipements annexes qui pouvaient être nécessaires. Donc aujourd'hui, pour les résines SLA, il est conseillé quand même de travailler avec des EPI, voire même c'est hautement recommandé déjà par les constructeurs et même par les différentes personnes responsables HSE. Donc utiliser des masques à cartouches, d'avoir si possible une Sorbonne à proximité pour toutes les actions où justement l'opérateur va être en contact proche avec la résine quand c'est pas sous le capot, et pour toutes les parties de post-impression, d'enlever les supports, au maximum travailler sous masque, sous une atmosphère qui est contrôlée avec une bonne ventilation. Et aussi au niveau voilà, du coût des solvants qui sont utilisés pour le SLA. Et enfin, donc, c'était avec les forces et faiblesses de chacune. Donc, la première qui était plus un choix économique finalement, la deuxième qui correspondait assez bien au cahier des charges, voilà, c'était ni plus ni moins. Donc, c'était le bon rapport qualité-prix. Et enfin, c'était plus un choix stratégique, donc avec un volume d'impression qui était plus grand et un investissement malheureusement qui était plus élevé forcément. Mais là, l'idée, ça pouvait être ouais, plus pour une anticipation vis-à-vis des futurs besoins. Souvent, quand on intègre une machine, on pense qu'un volume d'impression d'une certaine dimension va convenir, et la première demande qu'on a, c'est forcément juste au-dessus. Donc ça permettait d'éviter d'éviter de devoir couper des pièces en deux et pouvoir faire des pièces en one shot. Voilà pour l'intégration d'équipements AFA. Je vais maintenant prendre des questions s'il y en a, et ensuite passer la main à Thomas. Merci Stéphane. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions sur ta présentation. En revanche, on en a une sur la présentation de Stéphane Garabédian au tout démarrage. Et donc c'est une question pour Stéphane. Faut-il une qualité de fluide de régulation particulière pour la fabrication de métal? Oui, alors, il ne faut pas de qualité de fluide particulière. Après, il faut juste distinguer deux cas. Quand on utilise les nuances métallurgiques de type acier, donc c'est l'acier maragine qu'on utilise en fabrication additive métal. C'est une nuance qui est idem au Z38CDV5, donc l'acier H11 qui est utilisé dans l'industrie de transformation pour les applications outillage. Donc forcément, il y aura même des risques de corrosion, d'oxydation. Donc pour ça, on utilise du glycol. Donc en proportion, hein, après ça dépend des applications, entre 5, 10 jusqu'à 40% de glycol. Et après, quand on utilise les matières plutôt inox, bah, du coup, vu qu'on est plus chargé en chrome, on a moins ce problème d'oxydation, de corrosion, et du coup, on peut utiliser un fluide de régulation normal, donc de l'eau du réseau d'atelier. Pardon. Voilà, merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors moi je vois pas d'autres questions. Si toutefois vous avez besoin de poser des questions sur les deux premières présentations, n'hésitez pas, on les prendra juste après la présentation de Thomas, à qui je vais donner la main tout de suite. Voilà. Très bien, merci Frédéric, et merci Stéphane pour ce passage de relais. J'espère que l'image est bonne et que vous m'entendez bien. Donc moi, je suis Thomas Joffre, je suis responsable du programme fabrication additive à IPC, donc je m'occupe du montage de projets, du portefeuille de projets autour de la fabrication additive et des investissements qui sont réalisés sur notre plateforme avec l'aide de la plateforme Printer qui est financée en partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais vous montrer un petit peu dans cette présentation en 10 minutes quelles sont un peu les perspectives pour la fabrication additive, sur quoi on a travaillé ces dernières années et les nouveautés hein, dans quelle direction on essaye d'aller.
Alors, au niveau des derniers développements qu'on a réalisés à IPC, donc très souvent quand on pense fabrication additive polymère, on pense qu'on est très limité dans le choix des matériaux et on pense aussi beaucoup à des maquettes, à des jouets et moins à des pièces structurelles. Donc la première pièce que je vais vous présenter ici, c'est une pièce qu'on a réalisée il y a quelques années avec Safran. C'est une pièce réalisée de renfort de fibre carbone continu. Donc la pièce que vous voyez à gauche ici, c'est un bracket aéronautique et on l'a optimisé, on l'a conçu et on a comparé ça à une pièce en titane qui était la référence de chez Safran. Alors je ne peux pas vous montrer la pièce originale en titane, mais par rapport à la pièce originale en titane, on a réussi à gagner 35% de masse et avoir les mêmes spécifications mécaniques. Donc on est capable de supporter la même charge tout en ayant un gain de masse de 35% par rapport à une pièce déjà optimisée en titane. Donc ça montre aujourd'hui qu'il y a des technologies, il y a des solutions et des machines pour réaliser des pièces structurelles en fabrication additive polymère, ce que tout le monde n'a pas forcément en tête. Ce que vous voyez à droite, c'est un projet qu'on a réalisé avec le CEMEF pour la mise en forme de matériaux conducteurs. Donc on a développé des nouvelles buses pour l'impression FDM dans lequel on a changé la forme du convergent. Et grâce à cette optimisation de forme du convergent, on arrive aujourd'hui à imprimer des matériaux conducteurs. Donc les petites salamandres que vous voyez ici, elles sont imprimées en PLA chargées de graphène. Et du coup, on a vraiment une conductivité électrique qui est excellente dans ce polymère. Et on est capable d'allumer la petite LED que vous voyez au centre avec une pile. Donc ça, c'est aussi des choses, il y a quelques années, on avait beaucoup de problèmes à imprimer des matériaux conducteurs très fortement chargés. Et grâce à nos travaux sur les buses, on est capable aujourd'hui de répondre à cet aspect pour réaliser une pièce. Le jour où il faut réaliser une pièce, on arrive à répondre vraiment sur le choix des matériaux, sur la performance mécanique et sur des tas de surface. Donc les tas de surface, c'est le dernier aspect que je voulais montrer. Donc là, c'est des petits chevaux. Donc c'est aussi un projet qu'on a réalisé avec le CEMEF. On a optimisé tous les paramètres d'impression et de post-traitement pour arriver vraiment à améliorer l'état de surface. Donc on a toujours l'idée en tête de la fabrication additive polymère qui fait pas des pièces excellentes. Maintenant, voilà, sur des petites séries, il existe des post-traitements donc, qui sont entièrement automatiques. Donc là, c'est un lissage par un bain d'acétone qu'on a fait et qui permettent vraiment de venir tendre la surface et de donner cet aspect brillant. Donc on n'arrive pas à... Les gens qui font de l'injection parlent de noir black piano, on n'est pas encore à ce niveau-là, il reste encore quelques petits défauts en surface, mais en tout cas, on est vraiment capable de gommer cet effet de couche et d'arriver sur des surfaces qui sont bien plus propres et proches de ce qu'on peut obtenir en injection. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est aussi un projet qu'on a réalisé avec l'Institut Carnot à Lyon et des laboratoire Matisse et l'École centrale de Lyon. Donc, on a travaillé sur la finition de surface. Donc, vous voyez, c'est une montre. Et grâce à des techniques de tribofinition, on a réussi à améliorer l'état de surface et à avoir quelque chose de très brillant, de très propre. Donc, je vous invite au 3D Print, si vous êtes disponible, je suis passé par Lyon entre le 5, 6 et 7 avril. On aura un stand et vous pourrez admirer cette magnifique pièce. Donc, à l'intérieur, on a aussi une irisation qui a été faite en électrospinning. Donc ça fait, c'est pour montrer qu'on a des pièces qui sont denses en fabrication additive métal, on a 99-98% de densité. Et on travaille aussi sur comment polir ces pièces, comment améliorer l'état de surface grâce à la tribofinition. Sur l'autre aspect, donc on parle souvent historiquement à IPC de deux aspects pour la fabrication additive polymère. La première, c'est la fabrication de pièces directes. C'est ce que Stéphane, on avait deux Stéphane aujourd'hui, donc je vais donner les noms de famille. Stéphane Peltro vous a parlé. Et l'autre, c'est la présentation de Stéphane Garabédian sur l'outillage métal. Donc là, c'est pour réaliser plusieurs millions de pièces. Donc on est sur des outillages qui ont des durées de vie supérieures à 1 million de pièces. Et là, on a travaillé donc nous sur deux aspects. Le premier, c'est de développer des aspects, des nouveaux aciers, des nouvelles nuances d'acier. Donc il y a beaucoup de gens avec qui on discute, ils nous disent on a essayé ça il y a 10 ans, les canaux s'encrassaient, ça tenait pas dans le temps, ça s'abîmait. Alors depuis 10 ans, on a travaillé, on a une nouvelle génération de machines à IPC. On est aussi capable de mettre en forme des aciers haute dureté, comme le PM420, qui sont inoxydables, qui ont 12% de chrome. Donc on aura beaucoup moins d'encrassement des canaux, une meilleure tenue dans le temps, une résistance à l'abrasion. Donc tout ça, les choses vont évoluer. On a beaucoup progressé dans les nuances qu'on peut utiliser pour cette application. On a un plus grand choix de nuances. Et l'autre aspect, c'est les travaux qu'on a réalisés avec l'ENISE, l'École centrale de Lyon. On a fait circuler une pâte abrasive dans les canaux, comme vous voyez voir à gauche, à comparer avec ce que vous voyez à droite. Donc ça, c'est un moule qu'on a découpé, parce que le moule, malheureusement, l'acier étant opaque, on ne voit pas les canaux à l'intérieur. Donc on a découpé pour regarder l'effet du polissage et on s'est aperçu qu'en faisant circuler une pâte abrasive à l'intérieur des canaux, on a pu vraiment polir l'intérieur des canaux. De ce fait, on va avoir moins de corrosion,
On va aussi avoir un fluide qui va circuler plus rapidement et une résistance en fatigue, moins de risque d'avoir des problèmes liés à la fatigue et aux amorces de rupture lors de l'utilisation de l'outillage. Alors voilà, ça c'était les deux axes de travail, disons, historiques à IPC, la fabrication additive directe et l'outillage conformal cooling en métal. Aujourd'hui aussi, dans les perspectives, on travaille beaucoup sur l'hybridation des technologies. On se rend compte que la fabrication additive polymère, c'est pas la solution miracle pour réaliser toutes les pièces. Et par contre, on peut garder des parties en injection et venir réaliser localement des pièces en fabrication additive polymère. Donc là, ça que je vais vous présenter, c'est le projet Maya, c'est un projet Clean Sky 2 pour l'aviation qu'on a réalisé avec Deal Aviation. Donc Deal Aviation, c'est les gens qui produisent les panneaux intercabines que vous voyez ici. Donc si vous avez pris l'avion par le passé ou si vous recommencez maintenant, vous vous souvenez sûrement de ces panneaux avec Hublot. Réaliser tout ce panneau en fabrication additive aujourd'hui, ça n'a aucun sens parce que c'est une pièce peu complexe, très grande, où il y a quand même un cahier des charges très compliqué. Donc ce qu'a proposé à juste titre l'industriel, c'est de réaliser uniquement les braquettes de fixation sur le fuselage. Les braquettes de fixation de ces panneaux sur le fuselage, c'est des petites pièces complexes avec des designs très compliqués. Aujourd'hui, c'est un assemblage de 3 pièces. Donc il y a une pièce qui va sur le fuselage, une pièce intermédiaire et une pièce sur le panneau. C'est des pièces qui sont placées à la main dans l'outillage. Donc le fait de pouvoir imprimer ces pièces directement sur le panneau à l'aide d'un robot, c'est vraiment une perspective qui plaisait à notre partenaire. Donc nous, on a fait une étape de reconception de braquette. Donc on a fait une version pour l'injection qui a été surmoulée par l'injection. Donc là, on a réalisé le moule en fabrication additive métal pour venir surmouler le braquette directement sur le panneau. On a aussi une plateforme d'injection à IPC. Et ensuite, on a travaillé sur un design fabrication additive qu'on a réalisé en optimisation topologique. Et on est venu imprimer ceci directement sur le panneau. Donc là, j'ai une petite vidéo qui vous montre. Donc là, on va faire l'impression non planaire. On a la buse qui va monter et descendre en même temps qu'on imprime. Et ça va permettre de supprimer des supports. Donc si vous imprimez une pièce comme ça, normalement, traditionnellement, vous avez besoin de beaucoup de supports. Ici, on réussit à imprimer ce type de pièce sans aucun support grâce à ce parcours innovant qui a été réalisé avec le logiciel NX de Siemens, qui nous permet de venir imprimer en se basant toujours sur la couche précédente, une pièce très complexe et sans aucun support. Alors c'est des travaux qui sont encore en cours et on a quelques bavures encore sur ce type de matériaux, mais voilà, c'est en tout cas très encourageant et on a pu partir du coup d'une pièce complexe non plane. Sur la partie fabrication additive métal, on a plus d'expérience dans l'hybridation des technologies. Donc ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un moule hybride qu'on a gardé donc, qu'on a fait avec Georg Fischer, de la division piping. Ça c'est la régulation initiale. Nous, on voulait proposer une régulation conformale. L'outillage était très gros, plus de 100 mm. Donc ça a été très cher de faire en fabrication additive. Si on regarde le bas c'est une pièce peu complexe qui peut être tournée avec 2 perçages au centre pour les arrivées d'eau. Cette pièce-là va coûter beaucoup moins cher en conventionnel qu'en fabrication additive. Donc ce que Stéphane Garabédian a proposé aux clients, c'était de garder l'embase en fabrication en conventionnel et de venir fusionner uniquement la partie où le conformal cooling a du sens. Donc on a pu hybrider les technologies conventionnelles avec les technologies additives et ça nous a permis de gagner du temps et d'être compétitif sur une pièce de grand volume. Et très souvent, en fabrication additive métal, on peut proposer de garder le bas du moule en conventionnel et venir ajouter les circuits de régulation que sur la surface moulante et vraiment la partie en contact avec la matière plastique. Donc on travaille aussi sur divers projets de recherche pour automatiser un petit peu cette opération. Aujourd'hui c'est très manuel, donc c'est un opérateur qui va venir chercher l'embase pour aligner les lasers dessus. Donc on est très précis et c'est très performant, ça fonctionne. Par contre, ça reste très manuel. Aujourd'hui, on travaille sur le développement de nouvelles solutions pour bloquer la pièce, pour des toutes petites séries avec des étaux vraiment qui peuvent s'adapter à n'importe quelle forme de pièce, et aussi à identifier les zones où sont placées les préformes dans le bain de poudre. Donc, en scannant
le lit de fusion avec un laser avec une très petite intensité pour ne pas fusionner la poudre. On est capable de détecter les zones sur lesquelles où il y a du métal déjà fusionné, donc on a une bonne conductivité, et les zones très isolantes où la poudre n'est pas encore fusionnée, et ainsi on peut trouver la position des pièces de manière automatique dans le lit de poudre. Donc voilà, ça c'est des réflexions qui sont encore en cours à IPC et des axes de travail. On a la fabrication additive polymère aussi, hein, donc Stéphane en a parlé, Peltro en a parlé rapidement. Donc là où par le passé on pouvait répondre sur une pièce ou sur 1 million de pièces, on a de plus en plus de solutions à travers l'hybridation et à travers l'outillage polymère pour répondre sur des séries intermédiaires. Des séries de 100 pièces, 1000 pièces, 5000 pièces, 10 000 pièces. On a des solutions aujourd'hui en fabrication additive polymère. Donc on va réaliser l'outillage en stérolithographie hein, avec donc ça, c'est un use case. Alors, vous pouvez télécharger ça sur le site de Formlabs, tout le détail de cet outillage et toute son histoire. On a testé donc plusieurs fonctions, donc c'est basé sur plusieurs demandes industrielles qu'on a eues. Est-ce qu'on peut faire des clips, est-ce qu'on peut faire des attaches, quelles sont un peu les limites de la technologie, des bossages et de la texturation. Donc ici, un point que je trouve très intéressant, on a testé voilà, pour vraiment apporter de la valeur ajoutée à ces outillages, on est venu appliquer une texture numérique. Donc la texturation, historiquement, c'est quelque chose qui est fait avec un laser sur les outillages pour de la série. Ici, on est venu texturer numériquement notre fichier STL et on a réalisé un faux cuir, un faux bois, des sphères ou des losanges pour habiller la pièce plastique. Et voilà, vraiment, ce qu'il faut se rendre compte dans cette technologie, hein, c'est qu'une texturation numérique, ça ne va pas augmenter le prix de la pièce. Le prix de l'outillage polymère que vous voyez ici, ça va être déterminé uniquement par son volume. Et peu importe son volume, quand on est en dessous de 200 mm, on va pouvoir le réaliser en une journée, quoi. Donc en moins d'une journée, on pourra l'imprimer. Après, bon, il restera un peu d'ajustage. Hein. Il reste encore des opérations avant de le monter dans le moule et l'injecter. Mais en moins d'une journée, peu importe sa complexité, peu importe le nombre de nervures, peu importe si c'est de la gravure, des écritures, de la texturation, on va pouvoir le faire en une journée. Et ça, c'est un gain que je trouve assez impressionnant hein, par rapport au procédé conventionnel. Et on a aujourd'hui une qualité de pièce excellente et des nouveaux matériaux disponibles pour cette application. Et on va aussi hybrider plusieurs technologies. Hein. Donc là, on a besoin de détails, on va utiliser la stérolithographie. C'est juste un plan de joint, on va avoir besoin d'un matériau un peu plus flexible qui va pouvoir compenser des petites variations de cote au niveau de la pièce. On va pouvoir utiliser du dépôt de filament ou du SLS. Et on a cette expertise à IPC, donc n'hésitez pas à venir nous consulter pour ce type d'outillage polymère. On vise typiquement entre 100 et 5000 pièces, ça va dépendre des matériaux que vous transformez. Hein. Sur les matériaux haute température très abrasifs, on sera plus proche des 100 pièces. Sur des matériaux souples comme un TPU, on pourra monter à 5000 pièces sans avoir la moindre rupture du moule. Donc voilà, pour résumer un petit peu mon intervention d'aujourd'hui et le message que j'essaye de vous transmettre. Avant, quand on parlait de fabrication additive, on avait deux visions à IPC qui étaient le polymère pour réaliser des prototypes, des maquettes ou des toutes petites séries, des pièces unitaires hein, comme pour le médical, et l'outillage conformal cooling qui était pour les séries d'1 million de pièces. Donc les grandes séries, pour les machines matures, on cherche vraiment à optimiser les capex et produire avec un temps de cycle très faible. Aujourd'hui, la fabrication additive et les travaux qu'on réalise hein, nous permettent de répondre aussi sur des séries de 100, 1000, 10 000 pièces. Donc on a une offre beaucoup plus complexe, que ce soit à travers l'hybridation avec des technologies existantes. En métal, ça peut être une partie usinage, tournage, donc une partie en UGV, une partie en fusion laser. En fabrication additive polymère, ça peut être de garder une pièce composite et venir imprimer dessus. Pour l'injection, ça peut être des outillages polymères. On a un champ qui est beaucoup plus ouvert dans ce qu'on peut réaliser en fabrication additive polymère. Et pour la production d'une pièce plastique, il y a une grande chance que la fabrication additive puisse vous apporter quelque chose. Il reste encore quelques verrous hein, sur les très grandes pièces. On a du mal à traiter les très grandes pièces, plus de 600 mm. Mais là, voilà, là aussi, on travaille dans cette thématique. Merci à tous pour votre attention et voilà, c'était la fin de ma partie. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser dans le chat et sinon à nous contacter sur notre site internet. Frédéric, je te rends la main. Thomas. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées pendant ta présentation. Alors, une question pour toi, Thomas, à savoir, est-ce que IPC fait des recherches sur les granulés, la fabrication additive granulée?
Alors, c'est dans notre roadmap et c'est prévu dans les années à venir. J'ai pas encore de résultats sur cette thématique, mais on a des demandes, on accompagne des clients sur ces technologies et on a des projets à l'étude. Donc, c'est sur des grandes pièces, hein. Donc là, on va parler de pièces de plus de 600 mm par millimètre avec des débits de 2 à 8 kg par heure. Donc, on travaille beaucoup avec des partenaires, mais on n'est pas encore équipé et ça devrait arriver dans les années 2022-2023. Une question pour Stéphane Peltrou au sujet des imprimantes FDM 5 axes. Quel est ton avis, Stéphane, sur ces imprimantes aujourd'hui? Oui, donc justement, ça va un peu rejoindre le discours de Thomas. En fait, les imprimantes 5 axes, là où on arrive à les retrouver plus finalement, c'est sur des imprimantes grande dimension et qui sont souvent en granulés. Aujourd'hui, sur des petites machines, c'est vrai qu'il y a très peu de logiciels qui sont développés. En fait, on arrive à faire du 5 axes parce que on a ce savoir-faire qui sont sur les centres d'usinage justement CNC. Le plus gros problème, en fait, le plus gros frein aujourd'hui, finalement, c'est sur le parcours d'outils. Donc, on arrive à faire déplacer la buse. Par contre, pour gérer l'extrusion, c'est un peu plus compliqué. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est encore à la phase de recherche. Il n'y a pas vraiment un fabricant ou un modèle de machine qui s'est vraiment démarqué. On arrive à faire des choses, mais honnêtement, c'est pas du tout industriel. Les temps de création de parcours d'outils, d'en calculer l'extrusion justement en fonction du déplacement, c'est un peu plus compliqué. Comme l'a dit Thomas, sur le projet Maya, on a fait des pièces justement en 5 axes avec un Z continu. C'est pas optimal. Le temps est beaucoup plus long que sur du 3 axes où finalement on a le fichier STL. On le met sur le slicer et en moins de 10 secondes, la plupart du temps, on a la pièce, on a le parcours d'outils et on peut le mettre sur la machine. Ok, très bien, merci pour ta réponse. Une autre question pour toi, Stéphane. Existe-t-il des plastiques compostables compatibles avec l'impression 3D? Alors, de ce que je sais, c'est pas, il y a de la recherche. En plus, avec l'économie circulaire, il y en a de plus en plus. Je connais pas de fabricants de fils qui en sortent et qui en fassent la promotion aujourd'hui. Mais enfin, c'est des choses qu'on peut voir souvent sur les salons. Je pense que c'est encore à la phase de recherche et que, par contre, d'ici les mois ou même les années à venir, c'est des choses qu'on va retrouver justement pour, euh, pour permettre un recyclage plus facile et en fait éviter toutes les phases de broyage et de réextrusion après pour pouvoir réutiliser. Alors, je prends une autre question, cette fois-ci pour Stéphane Garabédian. Est-ce que donc nous recommandons de placer des filtres à particules sur la technologie pour prévenir l'encrassement des circuits? Et comment peuvent être nettoyés ces circuits 3D? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que grâce à la fabrication additive, on est capable de fabriquer des circuits de régulation avec des diamètres variant de 1 à 6 voire 8 mm. Donc effectivement, il y a des préconisations à prendre, hein. Donc placer des tamis donc en amont du circuit de régulation. Donc c'est des filtres à tamis métalliques, hein, avec des maillages de 800 microns, pardon. Donc pour éviter justement qu'un corps étranger vienne obstruer le circuit de régulation. Et après, pour la partie nettoyage des circuits de régulation, alors c'est comme sur les outillages conventionnels, les circuits de régulation conventionnels, il y a des solutions qui existent. Frédéric, si tu peux me laisser partager mon écran, que je puisse afficher justement ok, merci. Tac. Donc voilà, par exemple, donc chez Stavem, donc qui est un fournisseur donc d'éléments industriels, donc ils vendent ce qu'on appelle des pompes de détartrage. Donc c'est une pompe qui va permettre en fait de faire passer un fluide. Alors c'est un mélange en principe, c'est de l'eau et de l'acide
qui va permettre justement de nettoyer le circuit de régulation pour enlever tous les problèmes de tartre et de corrosion, et puis voire de boue organique qui pu se déposer dans les circuits de régulation. Et après, il y a une autre solution aussi chez HB Therm, donc qui ont lancé ils appellent ça le Clean 5. Donc c'est un thermorégulateur donc qui permet justement de faire passer donc de l'eau avec un liquide corrosif pour nettoyer justement l'intérieur des circuits de régulation. Et après, l'autre solution, c'est de faire du nettoyage conventionnel dans un bain ultrason. Voilà, merci beaucoup. Une question, mais je ne sais pas à qui elle s'adresse. La question est injection et circuit électronique. Donc, je ne sais pas trop ce que la personne a voulu dire. Si vous voulez peut-être essayer de nous donner quelques pistes. Alors, je vais répondre hein, si c'est une question qui s'agit de la plastronique. Donc, on est capable de mettre en... Pardon. Allô? Ouais, Ouais. vous m'entendez? Ouais. Ok, je disais, il s'agit d'une question sur la plastronique et sur l'intégration de circuits électroniques en fabrication additive. Donc, on est capable de mettre en forme des matériaux LDS hein, pour pouvoir faire de la plastronique derrière. Donc, ça, on a une startup, une spin-off d'IPC qui s'appelle S2P, qui est spécialisée là-dedans. On a déjà réalisé des essais avec eux, hein, donc on est capable de venir mettre des circuits imprimés sur une pièce imprimée en 3D, hein, donc ça a déjà été fait. On est capable de mettre en forme des matériaux LDS compatibles avec la technologie LPKF. Je vous conseille de vous adresser à S2P si vous avez vraiment des questions sur l'intégration de circuits. On a aussi testé à IPC il y a quelques années du dépôt d'encre, du robot casting avec une seringue. L'adhésion entre le substrat et l'encre est quand même assez difficile. Par contre, voilà, il existe des solutions avec de la plastronique et du LDS qui sont assez matures hein, pour réaliser des petites séries. Je suis pas sûr d'avoir répondu, mais si voilà, c'est Okay. un peu l'état de l'art. On a une autre question concernant la techno VLM. Je ne sais pas à qui elle s'adresse, peut-être Stéphane Peltrou. Oui. Alors, donc je suppose que c'est. Alors, le problème avec la fabrication additive polymère, c'est qu'il se crée une nouvelle techno tous les jours. Donc, VLM, je suppose que c'est le système qui a été développé par BCN 3D. Dans ces cas-là, alors nous, on n'a pas de ce genre de machine à IPC. Donc, c'est une bonne question. Si on a l'occasion d'essayer, je pourrais faire un retour. Aujourd'hui, j'en ai très peu entendu parler. Mais c'est à voir. Ok. Bon, voilà. Suite au prochain épisode, ça fera l'occasion peut-être de se retrouver dans quelques mois pour la suite. Très bien. Écoutez, moi, je n'ai pas d'autres questions. Quoi qu'il arrive, vous allez recevoir, donc tous les auditeurs aujourd'hui, tous les internautes vont recevoir un email avec le lien pour le replay et un contact voilà, pour poser vos questions si vous en avez entre-temps. Merci à tous les trois pour ces présentations. J'espère qu'elles vous auront permis, de répondre à toutes vos questions, vous qui nous suivez aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver aussi prochainement, on l'a dit brièvement pendant ce webinaire, sur le salon 3D Print et FIP qui se tiendront du 5 au 8 avril prochain à Lyon. Donc, on vous donne rendez-vous lors de cet événement. Et puis, écoutez, je vous invite si vous avez aimé ce webinaire, je vous invite à le partager avec vos collègues ou collaborateurs et éventuellement relayer sur les réseaux sociaux. Un petit coup de pouce pour nous qui avons organisé ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite. Merci Stéphane et Stéphane. Merci Thomas. À bientôt.
Merci à tous, au revoir, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.